Le ballon dirigeable, cette machine singulière, a quasiment disparu depuis la fin des années 30. Il n'en reste pas moins dans l'imaginaire de chacun un engin de rêve, majestueux, presque mythique, ayant la faculté d'explorer les endroits les plus inaccessibles de notre planète, comme en témoigne ce projet imaginé par le designer Jean-Marie Massot. De nombreux autres projets naissent à travers le monde, ayant pour but de ressusciter cette véritable légende de l'air. L'un d'entre eux avait pour objectif de survoler la France durant l'été 2007. En voici l'histoire. Nos objectifs y sont doubles. D'une part, développer le dirigeable et deuxièmement, faire connaître la chaîne météo. On va donc, avec le vol Iris qui a été créé par la famille Teveny, donc Christian Teveny qui est son père et Simon Teveny, on va donc essayer de faire une émission pour la chaîne météo qui consiste à faire un petit spot de quelques minutes, 3 minutes le matin, pour dire voilà le temps qu'on va avoir, et le but c'est de faire une émission qui soit un renvoi entre ce que les gens voient par la fenêtre, c'est-à-dire le dirigeable qui vole au-dessus de leur région, et ce qu'ils voient sur leur écran, où on leur raconte l'histoire d'un certain nombre de jeunes femmes. Donc on a choisi des jeunes femmes pour les mettre à l'écran, c'est elles qui seront mises à l'écran. J'ai eu l'idée, comme j'avais des bons liens avec Prosodie, et que ça fait 20 ans quand même que cette société me subit, de faire quelque chose pour la chaîne météo, en disant puisque c'est lié à la météo, on va faire ça pour la chaîne météo. Alors après ça, pourquoi des femmes ? Bon. D'abord parce que pour présenter la météo, généralement c'est des présentatrices, donc je me suis dit on va prendre des femmes. Donc il y aura 6 personnes par équipe, une équipe, il y aura un chef d'équipe. Il faut savoir que dans le dirigeable, le chef d'équipe, il est responsable de la manœuvre au sol, puisque quand le dirigeable arrive, on va vous présenter un petit film, il faut le tenir, c'est un sport collectif, il faut le tenir avec les cordes, il faut l'amener au mât, il faut tenir la nacelle, et donc il y a une espèce de manœuvre à pied assez compliquée qu'il faut... Et ça, c'est la responsabilité du chef d'équipe, qui en plus de ça anime l'équipe. Il y a 2 pilotes, un pour l'autogire, un pour le dirigeable, on va essayer qu'il soit substituable, puisqu'il est prévu de vous former sur les deux. Et deuxièmement, il y a un individu qui va s'occuper de la mécanique, il y a un individu qui va s'occuper de l'intendance, parce qu'il faudra quand même que vous ayez ça. De toute façon, le casting était limité, puisqu'il fallait qu'on trouve des femmes disponibles, sachant piloter, sachant parler dans un micro, bonnes comédiennes. Bon, autrement dit, l'introuvable. On a eu de la chance, le réseau du bouche à oreille, parce que c'est quand même un monde assez petit, le monde de l'ULM féminin en France, a fait qu'on a eu un certain nombre de candidats. Pour accompagner ça, parce qu'on... Je dirais que le domaine de vol du dirigeable est un peu plus limité. Dès qu'il y a du vent, on a intérêt quand même à pas trop sortir. On l'accompagne avec un autogire qui va nous servir à la fois d'outil de reconnaissance des parcours, de moyens de communication quand il fait pas très beau. Puis pour vous, puisque finalement on offre la formation, vous avez plus de chances de pouvoir valider une qualification autogire, enfin l'utiliser, qu'une qualification dirigeable, ou bien alors c'est qu'on aura très très bien travaillé, et s'il y a des mâts dirigeables dans tous les clubs, des hangars à dirigeables partout, et qu'on peut louer un dirigeable comme on loue un ULM, c'est que vraiment on a bien travaillé. Lorsque Alain nous a énoncé son futur projet, j'ai compris que c'était un gros projet étalé sur plusieurs mois, que c'était avec beaucoup de personnes, avec un gros budget, donc ça se dessinait dans ma tête et je comprenais que ça allait être vraiment très enrichissant et très intéressant. Et puis surtout, un dirigeable c'est quand même peu commun. Personnellement, j'en avais jamais vu, sauf au salon du Bourget, donc c'était intéressant de pouvoir toucher à une machine. Je savais que c'était la seule occasion dans ma vie que je pourrais voler sur une machine comme ça c'est sûr. Donc c'était le côté un peu extraordinaire qui m'a attirée aussi. Donc je dirais que la tournée, ça va consister à faire un voyage par étapes. A priori, pour le moment, on partirait de chez Airstar à Grenoble, et puis on fera un tour qui n'est pas encore défini, mais ce n'est pas le plus urgent, pour être présent dans un certain nombre de villes de France. Il doit y avoir en 3 mois la possibilité de faire environ entre 20 et 25 étapes sur la France. Ensuite, on alterne, donc on espère qu'on sera prêt au 1er juin, et on alterne par brigade
de 6 tous les 15 jours. Et début septembre, on dégonfle. On sera tous absolument épuisés. Et on espère qu'on n'aura rien cassé et blessé personne. J'ai su que j'étais prise, je crois que c'était le lendemain. J'ai Alain Bernard qui m'a téléphoné et qui m'a annoncé que j'étais prise en tant que crew chief, effectivement, dans la première équipe. J'étais super contente, donc il m'a demandé si j'acceptais et tout. Donc moi de suite, oui, il n'y avait pas de problème, j'allais tout faire pour participer à cette aventure. Les filles sélectionnées se réunissent pour les formations. Elles découvrent pour la première fois l'autogire, appelé aussi gyro, ULM, qui accompagnera le ballon dirigeable durant toute la tournée. J'ai pas bien compris. C'est l'homme de la tour qui est autogire. Ouais. J'ai appris qu'on avait 2 mois de formation, je crois 1 semaine ou 2 après le casting. Mes premières impressions, déjà, je trouvais les filles qui participaient bien sympathiques. Quand on a commencé à parler et tout, je me suis dit que ça devrait bien se passer. Bon, ben voilà, donc les autres, vous prenez la chambre qui vous convient. Non, c'est bon, ça suffit. Alors, en ce qui concerne la formation, l'idée originale aussi, était de faire accompagner le dirigeable par un autogire, qui a la capacité de se poser très court un peu n'importe où, et donc d'être à même de pouvoir porter assistance au dirigeable. Alors bien sûr, il a fallu former l'équipe, il fallait qu'elle soit polyvalente parce qu'elle était quand même relativement réduite. Et il a fallu donc former ces filles à la fois au pilotage du dirigeable et à la fois au pilotage de l'autogire. Mais bon, il faut quand même savoir qu'en France, l'autogire est relativement récent. Donc on a aussi peu de pilotes d'autogire. Et vu le manque de recul en matière de formation sur autogire, il a fallu mettre le paquet et donc se procurer 2 machines. Et donc il a fallu, bien sûr, trouver aussi un instructeur qui puisse m'aider pour former ces filles. Donc la première étape, ce sera tout ce qui sera structure. Ouais. Hein, donc après, on verra rotor, ouais. Donc, avec embrayage et au final moteur. Mon problème était de trouver un bon instructeur de bon niveau en autogire. J'ai quand même un petit carnet d'adresses où on m'avait indiqué Emilien. Il a pu se rendre disponible pendant 2 mois et il a apporté quand même une très large contribution en heures de vol. Quand même, Emilien s'est tapé quand même pas mal d'heures de vol parce que moi, entre-temps, j'étais quand même obligé de faire les cours théoriques et donc j'étais moins disponible, bien sûr, pour le vol. C'était les premières filles pilotes d'autogire à être formées en France. Il y en avait peut-être 1 ou 2, même pas sûr. Donc c'était quand même pour elles un challenge et elles ont relevé le défi avec brio. Voilà, c'est clair pour tout le monde ? Eh bien on va aller voir ça sur le terrain, voir ce que ça donne dans la réalité. Moulin de Echo Alpha, bonjour, consigne pour des tours de piste. Echo Alpha, Moulin Info, bonjour, la piste 08 en service, le vent au sol 170,4 nœuds, QNH 1016, Fox Echo 983, rappelez point d'arrêt Charlie. Moulin de Echo Alpha, piste en service 08, je rappelle au point d'arrêt Charlie. On arrive à 200, 220, top décollage. On y va. Au début, je suis toujours assez réservée et j'ai pas peur, mais disons que un peu stressée. Je me dis est-ce que je vais y arriver ou pas, et puis après petit à petit je prends confiance et ça va mieux. Mais donc au début, souvent Gérard il me disait allez réveille-toi Vanessa. Donc c'était pas vraiment que je dormais, mais c'était que fallait que je prenne un petit peu confiance en moi. L'autogire, c'est vraiment une machine que je considère extraordinaire parce que ça peut aussi bien voler à 60 km/h qu'à 200 km/h. Et il y a peu de machines qui arrivent à tenir de telles amplitudes en fait. Sinon, au bout d'un moment, quand on prend un avion, quand on a une vitesse trop faible,
hisser une pierre, il décroche et il tombe. Alors que l'autogire, lui, arrive à maintenir de faibles vitesses, tout en allant assez vite. C'est assez intéressant, c'est hyper maniable, on peut aller se poser dans des champs, il tourne quasiment sur place, sans décrocher. Donc c'est vraiment une moto du ciel, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Ça reste quand même une machine qui est dans l'air, donc il faut quand même respecter certaines règles de sécurité, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'avion. Et puis le fait d'être à l'air libre aussi, ça crée encore autre chose, notre sensation. Et le résultat, c'est qu'on a fait à peu près 411 heures de vol en formation sur 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup de contraintes, et aussi pour les filles, il leur a fallu beaucoup de disponibilité et de sensibilité pour arriver à devenir opérationnel en 1 mois et demi sur les autogires. Et je dois reconnaître quand même que ça s'est très bien passé et qu'on a pu former des filles d'un niveau acceptable, voire même largement supérieur à certains pilotes d'autogires actuels. Les formations gyro terminées, il est grand temps pour les filles de découvrir le ballon dirigeable. Toute l'équipe se prépare pour la mise en œuvre du Voliris 900. Dans cette histoire de Voliris et de dirigeable, il faut savoir qu'on a une bête noire, une grosse bête noire, qui est le hangar. C'est-à-dire que depuis qu'on exploite ce Voliris, on n'a pas trouvé de hangar et on est tributaire à chaque fois qu'il faut gonfler la machine, de trouver un hangar, de trouver un emplacement spécifique, sachant qu'il faut quand même un hangar assez haut, qui fait 14 mètres de haut. On a contacté la société Airstar dans un premier temps pour réviser l'enveloppe, puisque Airstar est spécialisé dans la fabrication, la maintenance d'enveloppes pour dirigeables, mais aussi pour des ballons éclairants, enfin toute une gamme de produits de ce genre-là. Du fait qu'Airstar venait de faire un hangar assez grand, on a pensé qu'on pourrait, bien sûr, profiter de l'installation pour, dans la foulée, suivant la révision, gonfler le ballon et partir de chez Airstar. Bon, bien sûr, après avoir gonflé plus ou moins plusieurs fois l'enveloppe à l'air, pour les problèmes de maintenance, pour les problèmes de vérification de fuite, de bonne tenue de l'enveloppe. On passe au gonflage qui peut se dérouler en 3 ou 4 phases successives. La première phase, ça consiste à étaler l'enveloppe au sol, à disposer tout autour de cette enveloppe de lest, de manière à ce que quand on commence à la gonfler, elle se soulève progressivement, tout en entraînant les lestes. Et le gros souci quand on gonfle, c'est d'éviter qu'une poche d'hélium se forme et sous la pression de l'enveloppe se déplace à l'avant ou à l'arrière, ce qui aurait pour effet de lever l'enveloppe partiellement, de l'envoyer au plafond. Donc pour éviter ça, on l'accroche au sol, à l'avant, au milieu et à l'arrière sur des arrimages relativement solides, des arrimages de sécurité. Sinon, on gonfle progressivement et au fur et à mesure que l'enveloppe prend sa forme avec l'hélium, on rajoute des sacs de lest tout autour, de manière à ce qu'elle monte progressivement. Quand le ballon commençait à être gonflé, ça me faisait penser à une baleine. Moi, j'étais assez surprise de voir la vitesse, parce qu'il a été très rapidement gonflé. Dans l'après-midi, il était gonflé. Au sol encore, ça m'a pas surpris. Parce que je me suis dit, ouais, c'est encore un petit truc. Et en fait, quand vraiment il a commencé à prendre forme, ouais, waouh, c'est vraiment énorme, quoi. Les impressions, quand j'ai vu la taille du dirigeable dans les locaux, c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à fermer la porte du hangar, je me suis dit, c'est toi qui vas devoir gérer une équipe avec ce truc-là au vent. Donc ça, c'était quand même très gros, très long, et là, il n'y avait pas encore la cabine. J'ai commencé à me poser pas mal de questions. Ouais. Je me suis dit, ouh là 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 là. Dès que l'enveloppe est gonflée, l'idéal, c'est de pouvoir mettre la nacelle dessous, de l'accrocher à l'enveloppe, et après, l'enveloppe est lestée par la nacelle et on n'a plus de soucis. Chez Airstar, c'était le problème, c'était d'ailleurs une première pour nous, on n'avait jamais fait gonfler comme ça. Il a fallu garder l'enveloppe lestée,
la sortir à l'extérieur, sortir la nacelle et ensuite mettre la nacelle sous l'enveloppe en extérieur. Attention, à gauche, là. Alors c'était une opération risquée parce que ce genre d'opération ne supporte pas le moindre coup de vent. C'était un peu le côté délicat de l'opération. Il a fallu sortir le dirigeable donc, du hangar. On était nombreuses et nombreux d'ailleurs. Et puis c'est vrai que quand on l'a sorti, il nous paraissait encore plus grand. Encore un petit peu sur le courant. Ça ne doit pas être mal là. Une fois l'enveloppe sortie du hangar, il est enfin possible d'y fixer la nacelle qui pourra accueillir ses élèves pilotes. Voilà. Allez, encore. Vous avez volé combien? 3 mois de sous? Ça me fait peur. Hein. Voilà. Donc vous défaites les suspentes aussi, là, vous les cherchez, vous les retrouvez, vous voyez quoi. Ah putain, c'est pas normal, tout est vu. Moi j'ai envie de voler. Mais je crois qu'il avait bien dit qu'il ferait des petits. T'as un câble qui va péter, je tombe en vol. Ouais, je vais peut-être laisser passer des gens devant moi. Bah Vanessa, Alexandra elle est chaude pour partir. Ouais, impeccable. Tout est chaud, Ouais. Ah non, bah excuse-moi, tu voleras pas. Non mais je disais qu'on allait te faire voler la première et tout, tu seras super contente. Bon bah non, du coup, ça c'est toi qui testera la... Voilà, quand tu sais, tu te casses la gueule, on sera débarrassé. Allez, direct, c'est fort. Non mais attends là, si vous allez me reculer ici, je vais partir là-bas, de toute façon on va Ouais. Donc il faudra me reculer ici. Il faut se mettre d'accord aussi pour l'approche. Alors l'approche, là... Eh oui, parce que t'as pas Bah non, le là choix. j'ai été obligé d'arriver face au vent là, et j'ai pas le choix. Donc je vais arriver là-bas. l'usine. Je vais arriver chez l'usine. L'endroit pour décoller supposait que la machine fonctionne bien du premier coup. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il fallait décoller en vertical, on ne pouvait pas décoller en prenant de l'élan. Il fallait s'arracher verticalement. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes. Il ne faut pas décharger n'importe comment. Il faut pas décharger n'importe comment. Il faut mettre des sacs avant. Ah oui, oui. Sinon votre ballon il va décoller. Ouais, c'est ce que j'ai senti. J'ai sué, j'ai fait oh. On nous a expliqué la manip au sol, ce qu'il fallait faire. Moi j'étais en relation avec Gérard, donc, qui était pilote pour faire les essais. De là, lui me transmettait les informations que moi je transmettais donc à mes équipiers.
Et ouais, c'est vraiment magnifique. Quoi. Aux limites du coucher du soleil, ouais, un très très beau premier vol. La formation dirigeable commence sous les intempéries. Clouées au sol, les filles guettent en vain un créneau météo. L'attente commence à peser sur le moral de l'équipe. Alors le début des galères, ça a commencé à Moulins. C'était le début un peu du cauchemar estival de l'année 2007, lié au mauvais temps. On faisait rien, donc forcément, quand on fait rien, c'est pas très bon. On pouvait pratiquement pas voler au gyro, on pouvait pas voler en dirigeable. Mais on commence à tous se marcher dessus. Les tensions commencent un peu à monter puisqu'il faut rester à Moulins, tant qu'il fait pas beau, on part pas. Donc ouais, tous on était vraiment toutes motivés à partir et puis là il n'y a plus de motivation quoi. Moi moi aussi, hein, je l'ai dit l'autre jour à qui veut droit, les soirées peuvent être passées et faire ce qu'on veut de ces soirées, parce qu'on n'est pas obligé de vivre H24 les uns sur les autres, mais l'essentiel c'est que si le lendemain on dit on est sur le pont à 6h, on est sur le pont à 6h, et que le boulot soit bien fait. Après on est engagé et payé pour ça, donc point final. Après le reste, moi je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui veulent aller bouffer en ville tout seul, ou toute seule, ou pas d'un binôme ou un trinôme, parce qu'ils n'ont pas envie de voir les autres. La pluie qui tombe. Au bout d'un moment, on a eu un problème avec les commandes de vol électriques. Gérard décide de faire appel à Simon Teveny, l'un des concepteurs du Voliris 900, pour l'aider dans la réparation de la machine. Ça, en fait, il y a une petite piste électrique à l'intérieur qui fait fin de course pour pas qu'il aille en butée d'un côté ou de l'autre. Oui. Dès qu'on arrive, ça coupe le jus. Le problème, c'est que là, il doit y avoir un défaut et de temps en temps, ça fait plus contact. Donc là, il y a eu une panne là-dessus, mais qui était peut-être avant même le truc, et ensuite, c'est le potentiel qui a pris l'eau. Les quantités d'eau qui tombaient ont fini par rentrer dans un des vérins électriques. Il y avait un défaut d'étanchéité sur un vérin électrique de commande de vol qui n'a pas été vu. Alors il est évident que tant que l'appareil était dans le hangar, c'est relativement facile d'intervenir. Maintenant, quand on se retrouve dehors, avec la machine dehors, perchée à une dizaine de mètres dans une nacelle pour réparer un vérin électrique, ça devient un autre problème. Et là, c'était quand même le début de la galère, c'est-à-dire que pour refaire une soudure qui aurait pris à peu près un quart d'heure dans un atelier ou dans un hangar, il a fallu pratiquement une semaine de présence pour guetter le créneau météo qui nous permettait d'intervenir. Mais si tout prend l'eau, hein. Je dis si tout prend l'eau, c'est pas facile. Ah ouais, non mais c'est pas gérable, là, tout a pris l'eau. La boîte, le potentiomètre et le vérins. Qu'est-ce que tu veux qu'on gère quoi? Faut voir les trompes d'eau qu'on a pris aussi, c'est des trompes d'eau. Le mieux c'est peut-être d'y laisser sécher, de toute façon on peut rien faire maintenant. Là si ça remarche pas, c'est que la boîte... Ah la grille, ouais. Si ça remarche pas, la boîte est grillée, on n'en parle plus. Hein. On met la gouvernementre, on cherche un endroit pour dégonfler, on dégonfle. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette machine, quand elle est à son mât, se comporte comme une girouette, c'est-à-dire dès que le vent change, la machine se met dans le lit du vent. Et comme on avait quand même une météo assez instable et capricieuse, avec des vents changeants, on a eu beaucoup de problèmes pour intervenir. Orange, tu vas me dire si le défaut disparaît. Si le défaut disparaît pas, c'est marrant. Tu veux que je bouge le manche? Parce que là, il a l'air bon, il a l'air à 0. Bon, écoute, je vais essayer de le serrer légèrement. C'est comme ça, on voit ce que ça donne. Non, c'est bon, il a la même indication que l'autre. Ouais. Ça marche impeccable, hein. Bon, écoute, ça va.
Et dans la foulée, comme une galère ne suffit pas, on a une deuxième galère avec des problèmes d'étanchéité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des problèmes au niveau des soudures. Les soudures qui ont lâché, ce sont les soudures du sommet, sur le sommet du ballon. Et là c'était carrément impossible d'y aller, quoi. On a pu en réparer quelques-unes, mais pas toutes. Du fait de l'impossibilité d'avoir une nacelle, même les plus grandes nacelles, les 16 mètres, qui sont données pour 16 mètres, on n'est pas arrivé à avoir suffisamment de déport pour aller au-dessus du ballon, pour travailler, pour réparer ces déchirures. Et en plus, c'était des opérations très risquées, dangereuses, parce que le ballon était susceptible de bouger à tout moment avec le vent. En fait, on a dû composer avec ces fuites tout au long de la mission, quoi. Il nous a obligés à prévoir des ravitaillements en hélium relativement fréquents, avec tout ce que ça suppose en anticipation, en logistique, etc. La longue attente prend fin avec le retour du beau temps. Vanessa va être la première fille à découvrir les sensations de vol en dirigeable. Voilà. Bon, ben tu peux larguer. Voilà, c'est bon. Ok, bon, on va y aller. Lâche la corde, c'est bon. Allez, mettre manche à l'avant un peu. Pas trop, hein, pas trop. Voilà, c'est bon. On va réduire le sustentateur. Allez, hop. Mon premier vol en dirigeable, j'étais très impressionnée. Je crois que j'ai même pas parlé pendant le vol. J'ai écouté Gérard. Oui. Alors, faut pas l'accompagner dans les mouvements, parce que toi, il y a beaucoup d'inertie. Ouais. Là, tu montes un peu trop. Là, commence à rendre la main. Voilà, commence à rendre la main, parce que tu vois, voilà, doucement, et on va à gauche. Ce qui m'a surpris, c'est l'inertie de la machine, en fait. Il fallait à peine toucher le manche. Par contre, je l'ai trouvé plus rapide que je pensais, en fait. Quand on montait, quoi. Et qu'on mettait un peu de puissance, ça réagissait quand même pas mal. Et puis, on se sentait un peu... Enfin, moi, je me sentais un peu toute petite, quoi. Et... non, c'était un grand moment. Comme depuis le début du projet, on avançait à l'aveugle, moi je prenais les choses au jour le jour. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'allait pas partir, peut-être qu'on allait partir, mais le principal c'était de faire les choses en temps et en heure. Si c'était le moment de partir, tout était prêt et on était prêt aussi. Je crois que j'étais très impatiente de partir. Ouais. Oui, j'avais hâte qu'il fasse beau, hâte qu'on parte et puis que ça commence enfin. Alors, faudra bien les fermer, là, les coffres, là. Bah, tu vois, regarde, il y en a déjà qui est cassé, là. Ça va donner demain au pilotage, mais jusqu'à attends, je t'aurais appelé Gérard. Il va changer d'avis. Il va le voir comme ça. Il va dire c'est ça. On verra les moments de Tiens. Qui c'est vas-y. Qui c'est qui pilote le Giro demain, c'est toi? Oui. C'est la catastrophe. Et là, c'est le drame. Non. Et si? Nous, on est parti avec François en tant qu'éclaireur sur Briard. On est parti la veille pour pouvoir monter le Mans là-bas et pour pouvoir réceptionner Gérard en dirigeable le matin. Je dois dire qu'on avait un mât qui était très performant parce que finalement, le fait qu'il soit en deux parties lui permettait d'être déplacé. On l'a souvent déplacé sur le toit de la Fiat.
Donc peu de place, il prenait peu de place, on n'a pas besoin d'une remorque pour l'amener. Et puis c'est avéré être effectivement très léger. L'heure du départ est enfin arrivée et l'impatience a fait place à l'excitation. Le Voliris 900 entame sa longue tournée. Il a fallu que je parte tout seul parce que je n'avais pas assez d'hélium pour emmener l'élève pilote, quoi. C'était dommage, mais enfin, on tenait tellement à s'arracher de moulin qu'en fait, on n'a pas hésité, on est quand même parti. Et on a bien fait. Quand j'ai quitté l'aérodrome, je me suis dit chouette, ça y est, c'est parti. En même temps, c'est vrai qu'on a toujours ce petit truc de se dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on va être à la hauteur, qu'on va pas faire de bêtises durant les transits. Mais en même temps, ouais, on avait hâte, je pense. On est parti pour Brouillard et on est à peine arrivé que les éléments météorologiques se sont déchaînés, on a pris l'orage, on a tout pris, quoi. On s'est occupé comme on pouvait quand ça volait pas, quoi. Voilà, bon, à savoir que de toute façon, dans la tendance, il y avait toujours quelque chose à faire. Fallait toujours ranger les malles, fallait aller chercher de l'essence, et puis il fallait pas non plus oublier les repas, puisqu'il fallait assurer la cuisine, les repas pour tout le monde, les douches, tout ça. Donc de toute façon, il y avait de l'organisation derrière à faire, donc voilà. Ah, il passe avant moi alors? Bah oui, c'est le chef, c'est pour ça. Oh, François. Mais non, mais on ira après. Bah d'accord. D'accord. Alors pour sortir, il faut monter debout sur le siège. On a découvert des machines assez étonnantes. Notamment, je pense à Briard, il y avait ils ont un stamp en état de vol qui appartient au club. J'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir faire un petit vol de découverte en voltige. Ça fait partie des bons moments de la tournée que ce vol en stamp. À La Ferté, on a eu la chance de pouvoir faire quelques vols du fait de l'amélioration ponctuelle des conditions météo. Bernard, alors là, il a mis les moyens. Ouais, ça. En plus, les combinaisons, c'est pour lui. Hein. Ah ouais? Au revoir. J'espère à tout à l'heure. Là, j'ai pu me rendre compte que les phases vraiment délicates et tout, c'était vraiment
l'atterrissage ou le décollage, parce qu'après en vol, tu tiens à peine ton manche et puis tu te laisses aller tranquillement. Attends, je sais que vous nous amenez au resto ce soir quand la Villeur a dit que ça serait trop tard. Ouais, non, je voulais aller au soir, par contre, ouais, j'aurais bien été au resto. Demain midi. Ça faisait le temps de tout se bâcher, c'était tout. Demain midi, GG, on va au resto demain midi. Demain midi, ouais. Ah bah, demain midi, on y va. On va à la cafétéria, là où on était la dernière fois, ils vont nous redonner des Kinder. Ouais, super ce resto. C'est très bien. 10 euros, 12 euros. Bon, on s'en fout 12 du prix. top. Mais non, mais pardon, top. on s'en fout pas. D'abord, c'est trop cher. 8 euros maximum par personne. Ah non, il a bu. Moi je me lève à 5. Parce que le matin c'est pas grave, parce que quand le soleil se lève, le soleil chauffe. Je me lève à 8 alors, je vais faire le plein. Il démarre pas. Je vais faire le plein du groupe à 8h demain matin. La pressurisation ne démarre pas. Tu te lèves à 5, bon je fais 2. Ça marche? Ouais. Comme Donc ça, là, vous vous reposez, vous 3. Là on l'a mis un peu fort le groupe, là, parce que comme ça avait déchargé. Ouais, c'est ça. Ouais, il va falloir. Faudra certainement le baisser, ouais. Avant d'aller. Bon, ceci dit, comme c'est pas le même groupe, c'est pas sûr que ce soit les mêmes réglages, donc faut bien regarder. Ouais, parce que avant de partir, là, il était à 29 le machin. Je l'avais mis au minimum. Ouais, bah c'est bien. Non, mais si tu es au minimum à 29, c'est bon. Kong. Ouais, Kong. Ouais. Non, mais Kong a crevé là, Kong. Kong va tout crever. Bah dodo, ma petite. Bah ouais, hein. Alors la gestion du ballon au mât, il faut en permanence quelqu'un pour voir s'il tourne librement autour de son mât, qu'il n'y ait pas des fils qui se coincent, qui s'enroulent autour du mât, pour vérifier qu'il est suffisamment bien lesté. Et il y a aussi la pressurisation qui est électrique, donc qui fonctionne avec des générateurs. Donc en permanence, on a un groupe électrogène. Donc c'est une maintenance au quotidien, jour et nuit. Alors à Vitry-le-François, c'est là qu'on a fait effectivement un changement d'équipe. Assez difficile les premiers jours. Et puis bon, je pense que la météo n'aidait pas non plus. C'est vrai qu'après, ces autres étapes où on avait un peu plus d'espace et où il faisait meilleur, ça s'est beaucoup mieux passé. La deuxième étape, c'était lent. On a été extrêmement bien accueillis dans cette étape-là. Merci beaucoup. Merci. On a reçu également les journalistes. Donc, une des premières étapes pour recevoir les journalistes. Là, c'est aussi un des rares moments où on a eu le droit au soleil, à la chaleur. Donc c'est sûr que ça favorise l'ambiance sur le terrain. Alors là, la blonde. Attention, il est venu, lui. Protégez les verres. Ah, j'ai pas c'est tombé. Bon, il faudrait la faire sécher, d'accord. Je suis d'accord, il faudrait sécher. Là, ça fume noir. Hein. Bon, Amiens, c'était certainement la plus belle de nos étapes, question météo, puisqu'on est arrivé sur une plateforme, une vaste plateforme, avec beaucoup de place pour le dirigeable. On était parqué dans un endroit vraiment idéal où il y avait beaucoup de place, avec la possibilité bien sûr de faire pas mal de vols en école, sur place. Tout le monde a pu faire un tour en dirigeable, aussi bien caméraman que l'intendant. Donc du coup, ils ont pu tous découvrir ce que c'était que voler en dirigeable. Plutôt sympathique à découvrir. T'avais pas volé
Ah ouais, non, j'avais pas encore volé dessus. Ensuite, on est parti le matin d'Amiens pour se rendre à Val-de-Reuil. L'arrivée s'est relativement bien passée, à une petite anecdote près, c'est-à-dire que l'équipe chargée de monter le mât avait oublié d'amener des sacs de lest. Donc on ne pouvait pas descendre de la machine, donc, bien sûr, parce que sinon ça l'allège. Donc en fait, on a trouvé la solution en accrochant des barrières métalliques aux empennages du dirigeable. Enfin bon, ça nous a permis quand même de descendre de la machine en attendant l'équipe seule. Pour la première fois, on a décidé de partir le soir de Val-de-Reuil pour rejoindre notre dernière étape de cette tournée, qui était la Ferté-Alais. C'est un peu l'endroit mythique de France, voire peut-être même d'Europe pour les pilotes, puisque là-bas, à la Ferté-Alais, on trouve de tout. On a découvert des hangars remplis d'avions de collection et c'était très intéressant. On a pu bien sûr apprécier tout à loisir durant notre séjour le talent des pilotes qui pilotent ces vieilles machines et aussi la beauté de ces machines. La Ferté-Alais, c'était notre dernière étape de cette première tournée. Le soir, on a été chercher l'autre équipe à la gare, puis on a passé le relais et c'était à l'autre équipe de continuer. Contente de revenir, parce que 15 jours, les vols manquaient, même les gens. Autant l'autre équipe était restée assez longtemps pour voir tous les avions et tout ce qu'il y avait là-bas, autant nous sommes arrivés et nous sommes repartis très très rapidement. On a passé notre temps à Blois à attendre un créneau météo parce qu'en fait on arrivait aussi à court d'hélium. Et là-bas, c'était en pleine campagne, c'était pas forcément facile de ravitailler en hélium. Et donc on préférait le faire sur Saumur. Donc en fait on a passé notre temps à attendre à Blois que la météo veuille bien s'arranger. Voilà, là par contre, je pense qu'on en a pris plein les yeux sur ce parcours. Et puis on a également volé un peu à côté de Montgolfière. Il y avait pas mal de gens qui faisaient de la Montgolfière dans ce coin. Donc à Saumur, du mauvais temps, et encore du mauvais temps. On n'a pas pu voler sur place, et bien entendu. Même le Giro a eu des difficultés pour voler. Il est resté la plupart du temps avec sa bâche, parce que ça, c'était carrément une dégradation météo complète et totale. Heureusement qu'on a eu sur place les locaux qui nous ont accueillis, notamment Jacqueline et Paulette, qui s'en mettent les piliers de l'aéroclub local. Alors le problème, c'est quand on a voulu repartir, effectivement, le jour, le créneau météo est arrivé, on était tous à l'affût. Le matin, je pars avec Gérard pour faire les essais de machine, pour faire les dernières vérifications. Et puis on prend la décision de faire tourner le moteur pour être vraiment prêt au moment où il le faut. Et là, ça démarre pas, quoi. Bon, mais j'ai bien peur que nous passions encore une nuit à Saumur. C'est mal barré, hein, je vois pas du tout d'où vient la panne. Ouais, je sais ce qui est en panne, mais je vois pas pourquoi. L'allumage, il n'y a pas d'allumage. On commence à chercher des idées, et puis toujours pas. On essaye tout ce qui peut se faire, on essaye de démonter, de remonter, rien ne peut y faire. Donc là, on commence à vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'était vraiment la grosse panne. Voilà, allez. Espérons un miracle divin.
On va aller à Lourdes, hein, on aurait dû l'amener à Lourdes. Non, pas Lourdes. Bon, il est pas trempé dans l'eau bénite. Il est de partout, l'eau. Il est de partout, le bon Dieu. L'eau bénite, on s'en fout de l'eau bénite. Bon, allez, abandon. Là, c'était fini. Ça a été la fin de la mission pour ce moteur. Parce qu'en fait, on n'a jamais pu le remettre en marche. Donc on va téléphoner à Bernard, on peut lui demander ce qu'on fait, parce que là, moi, je sais pas. Toute l'équipe s'interroge. On contacte les personnes qu'il faut pour prendre la décision qu'il faut. Il y a une solution qui consistait à tout dégonfler, à replier, à mettre dans les caisses et à terminer. Et puis une solution qui consistait à changer de moteur. Bon, et comme Gérard est un homme extrêmement débrouillard, on a changé le moteur. Une fois qu'on a un truc valable en ILM, en été, alors pourri de chez pourri. Ouais. La prochaine fois, on fait la tournée en sous-marin. Ouais, oui, remarque, on peut faire ça. Il a la forme. C'est bon. Sous-marin, heureusement que là, on a peu pas bien. Le changement du moteur à Saumur n'a pas posé de problème particulier, si ce n'est qu'on n'avait rien sur place. Bien sûr, on avait envisagé cette possibilité, mais on ne l'avait pas étudié de près, parce qu'on ne s'attendait quand même pas à ce que ce moteur nous lâche, surtout pour un problème comme ça. On a changé le moteur alors qu'on n'avait pas de hangar, qu'on était en plein champ, en faisant ce que j'appelle de la mécanique dansante, puisque l'exercice qui consiste à visser des boulons pendant que la machine avance et puis pendant qu'elle recule, et puis ça n'aide pas, mais comme on a eu affaire à des gens qui à la fois étaient très débrouillards, très souples et assez adroits de leurs mains, ils ont réussi à faire ça. C'est lourd. Putain, ouais. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, hein. Ça consomme. Tu le fous sur un piédestal, tu le peins en rose, tu le mets dans un musée, quoi. Tu vas en Tchèque-Langue de venir à l'inaugurer, quoi. Bon. Et ben allez, 2, 3, ya. Ça va bien mieux comme ça. Ouais. Ah oui, parce que maintenant on fait glisser jusqu'au trou. Voilà. Qui est toi? C'est tout en acier, donc on n'a même pas besoin. Voilà. Eh ben, les petits gars, je dis que... Ouais, vas-y. Bon, camarade... Non, Non, non. Les deux, même. Bon, ça va. Et donc l'aventure a continué. Mais ça fait partie, je dirais, de la beauté de ce programme, c'est de continuer même quand on a des difficultés. Le mauvais temps et le changement de moteur ont considérablement retardé la tournée. Malgré ces conditions difficiles, le Voliris parvient à terminer son Tour de France en regagnant son point de départ, Moulins. Arrivé à Moulins, c'était l'occasion de mettre un terme à notre aventure, à la vie au grand air. Alors la particularité, c'est qu'il fallait dégonfler le ballon en extérieur. Et donc finalement, c'est Alain qui a arraché le panneau de dégonflage. On verra peut-être. Alors effectivement, on a peut-être le sentiment que la baudruche se dégonfle, donc les vols s'arrêtent. Techniquement, il y avait du travail, donc on ne pense pas trop à ça. C'est plutôt avec un petit peu de recul de dire, bon, effectivement, là maintenant, c'est la prochaine saison qui verra un gonflage. Ils sont là, mais ceux qui sont au bout. Ah, mais bon, c'est bon. Voilà, ben c'est bon, hein, on va laisser ça tranquille comme ça maintenant, ça va, ça risque plus rien. On va accrocher ça dans le club. Allez.
Alors la conclusion des conclusions, pour moi, elle est immuable. Hein. Il fallait le faire, on l'a fait. Ceci dit, il est évident que c'était un challenge, un défi à relever, avec une équipe féminine dans un milieu où les femmes sont pas forcément en première ligne, et surtout dans un domaine spécifique, comme je le disais, du gyro et du dirigeable, où là, les femmes sont quasi inexistantes. Donc c'était quand même une grande première, je dirais même au niveau mondial. Hein. Des filles pilotes de gyro, des filles pilotes de dirigeable, ça court pas les rues. Du ballon, c'est enfin la fin de notre belle aventure. C'était une aventure, on savait que c'était pour un certain temps et puis on est aussi content d'avoir fait tout ça et je pense qu'à ce moment-là, on pense aussi à tout ce qu'on a vécu et puis on est content de l'avoir fait. Le bilan, il est lourd, il est gros pour moi puisque ça m'a apporté quand même plusieurs savoir-faire. Et moi, en tant que passionnée, ça m'a ouvert les yeux sur de nouveaux horizons, ça m'a forgé mon caractère. Et ouais, moi, j'étais contente. À refaire, je le refais. Sur le fait, je suis pas toujours facile, mais avec du recul, ça reste quand même une expérience extraordinaire. Et quand on en parle, tout le monde est ébahi de savoir qu'on a piloté un dirigeable. Ça y est, terminé. Ouais. Coupé.